Tout être humain qui migre le fait rarement dans la joie et l'allégresse. Et quand c'est le cas, il est en général apte à faire valoir ses droits et à subvenir à ses besoins. Mais l'autre, le migrant, celui qui s'arrache à son pays pour des raisons économiques ou politiques, celui-là a besoin d'aide. Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24, c'est l'heure de l'entretien. Abdelhamid Al-Jamri est président du système des Nations Unies des droits de l'homme et se trouve donc en charge des droits des migrants partout dans le monde, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit, où les pouvoirs publics négligent ou méprisent ces droits. Abdelhamid Al-Jamri, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie pour l'accueil. On aurait tendance à penser que si le développement était harmonieux partout, eh bien il n'y aurait plus de question des migrants. Et vous nous dites, il n'en est rien, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? La migration, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène qui a toujours existé et c'est vrai qu'il s'est développé ces dernières décennies. Il s'est développé parce qu'il y a eu beaucoup d'inégalités au niveau du monde et parce que avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, beaucoup de personnes aspirent à une vie meilleure et souhaitent découvrir d'autres horizons. Et aujourd'hui, malheureusement, ces dernières années, nous constatons qu'il y a d'autres causes aussi à la migration, notamment climatiques ou suite à des guerres ou des difficultés politiques dans certains pays. Quand vous dites migration, on pense forcément tout de suite au nord et au sud. Est-ce qu'il y a aussi ce rapport sud-sud dans le phénomène migratoire ? Bien sûr, et le rapport sud-sud il est plus important. Au niveau des Nations Unies, on estime le nombre de migrants de la migration internationale, mais on compte que les personnes qui émigrent du sud vers le nord à 220 millions. Par contre, on estime la migration totale, y compris la migration sud-sud, à plus de 700 millions de personnes. Donc la migration sud-sud, elle est beaucoup plus importante. Où est le vrai combat pour vous ? Faire valoir les droits du migrant. Par exemple, dans le cas que vous venez de citer, sud-sud, qu'est-ce que ça veut dire faire valoir le droit du migrant ? Alors donc le combat aujourd'hui pour les droits des migrants, c'est un combat avec la communauté internationale parce que nous avons remarqué que ces dernières années, il y a beaucoup de débats sur la question migration et développement notamment. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais la communauté internationale n'a pas encore décidé de faire valoir les droits et de faire des droits l'axe principal de la construction de toute politique migratoire, que ce soit au niveau local, régional ou international. Ça veut dire que pour personne dans le monde, cette question n'est une priorité. Ou bien est-ce qu'il y a tout de même des bons élèves, si j'allais dire ? En tout cas, ce n'est pas une grande priorité. C'est pas une grande priorité, et ça, on le voit à plusieurs niveaux. C'est que aujourd'hui, au niveau du débat, tout le monde est d'accord au niveau de l'analyse et au niveau du constat, mais par contre, au niveau de l'action, on a du mal à bouger. Donc, c'est pour ça, au niveau international, surtout pour l'année 2013, qui sera encore à nouveau une année où il y aura un débat de haut niveau au niveau des Nations Unies sur la question migration et développement, qui va tirer les conclusions de ces 6 dernières années où il y avait parce qu'en 2006, il y avait l'année migration et développement aussi. Et depuis, il y a eu le Forum global migration et développement qui s'est réuni pratiquement chaque année. Donc en 2013, la communauté internationale doit tirer les leçons de ces 6 années de débat et essayer on espère qu'elle va s'orienter vers la dimension droit comme dimension importante dans la gestion et la gouvernance de la question migratoire au niveau international. Quel est précisément le manque de droit le plus flagrant dont a à souffrir le migrant ? En fait, aujourd'hui, avec la crise, on voit que même la notion de droit, elle change beaucoup. C'est que dans beaucoup de pays où les migrants avaient des droits, on constate qu'il y a un recul, parce qu'il y a la peur toujours, surtout d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue économique, parce que d'un point de vue économique, la migration, elle est toujours là. Il y a beaucoup de secteurs qui vivent que grâce à la migration, y compris de la migration en situation régulière. Donc, et dans beaucoup de pays, donc la crise a été considérée comme une aubaine pour ne pas donner des droits aux migrants. Mais la question qui est concernée par les droits aujourd'hui, je peux dire que c'est la famille du migrant. C'est le migrant avec sa famille, parce que la famille, elle est confrontée à tous les problèmes de tous les jours de la vie, que ce soit l'éducation, que ce soit la traversée des pays de transit, que ce soit la détention, que ce soit l'arrivée dans le pays d'accueil. Donc la famille doit être un élément de préoccupation pour la communauté internationale, et elle a besoin d'être protégée. Alors, vous dites quand la famille ne peut pas venir, quand elle n'est pas là, finalement, celui qui a émigré reste une source de financement capital pour ceux qui sont restés au pays. Et vous allez même plus loin, vous dites en quelque sorte, c'est lui l'agent économique du
développement ou du co-développement? Oui, le migrant, de toute façon, c'est reconnu partout maintenant. Le migrant joue un rôle, le travailleur migrant joue un rôle important pour le développement, que ce soit du pays d'accueil, du pays de transit ou du pays d'origine. Donc, mais ce rôle n'est pas assez valorisé, n'est pas assez reconnu. Donc, c'est pour ça, dans beaucoup de pays d'origine, on trouve que la communauté migrante joue un rôle important dans le développement du village, dans le développement de la ville, dans le développement de pas mal d'initiatives qui peuvent être des écoles, des activités génératrices de revenus. Donc, et dans beaucoup, quand on prend la migration africaine par exemple, le migrant quand il part avec une sorte de contrat social avec sa famille, avec sa tribu, avec son village. Parce qui consiste donc à envoyer des fonds. Voilà. Qui consiste donc à collecter des fonds. Il faut qu'il y retourne sur investissement. Il faut qu'il y retourne, et parfois qu'il y retourne dans le pays pour précisément peut-être faire fructifier ce qu'il a envoyé. Si vous voulez, l'impact que joue le migrant dans le développement de son pays d'origine n'est pas seulement en termes de transfert d'argent, mais il se fait aussi par transfert de compétences, par transfert de savoir-faire, par transfert de biens, par l'éducation. Par exemple, un migrant, quand il contribue à l'éducation d'un enfant qui reste dans le pays d'origine, ou quand il contribue à prendre en charge ses besoins en matière de santé, donc il contribue à développer un citoyen qui a beaucoup de capacités, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la bonne santé. Un citoyen qui est bien éduqué et qui est en bonne santé joue un rôle important dans son pays. Est-il vrai qu'il existe des pays dont le financement arrive en tête ou en seconde position, justement venant de la part des migrants? Est-ce qu'il est vrai que ces fonds ont un rôle pareil? Pour beaucoup de pays, pour plusieurs pays, les transferts représentent le premier ou le deuxième poste de la balance des paiements. Et donc, pour eux, c'est la première ou la deuxième source de devises. Et on sait pour les pays du Sud qui n'ont pas de richesse naturelle, cette collecte de devises est très importante pour eux et leur permet donc de développer leur relation avec le marché international. Je voulais qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure. Au fond, la migration a joué un rôle de variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand la crise est arrivée, on a rogné sur les droits des migrants. Comment vous arrivez à quantifier ce genre de phénomène? Si vous voulez, actuellement, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment en Europe, qui pointent du doigt ce recul des droits. Et ces reculs des droits, il peut avoir des fois des conséquences très, très, très néfastes sur le migrant lui-même. Je peux vous donner l'exemple d'un pays, par exemple, qui avait régularisé un nombre très, très important de migrants ces dernières années. Et quand la crise est arrivée, il y a une nouvelle loi qui a dicté de nouvelles règles pour pouvoir renouveler leur carte de séjour. Et parmi ces règles, c'est justifié d'un travail, par exemple, de 6 mois au moins pendant les 24 derniers mois. Et donc, ce qui fait tous ceux qui ne remplissaient pas cette condition-là se retrouvaient dans deux situations. Soit ils retournaient chez eux parce qu'ils n'avaient plus le droit de résider dans ce pays-là, soit ils se retrouvent à nouveau dans l'irrégularité. Et donc, c'est pour dire aussi que l'une des difficultés, beaucoup de difficultés qui sont aujourd'hui que vivent les migrants dans les pays d'accueil viennent souvent de l'intérieur de ce pays, soit par des changements de loi, soit par des situations autres qui aident qui ont comme conséquence que le migrant replonge dans l'irrégularité. Ce que vous jugez aussi et ce que vous traitez, ce sont les faits aussi de maltraitance, d'esclavagisme. Tout à fait, dans beaucoup de pays aujourd'hui, et ça, c'est le constat qui est fait aujourd'hui par des syndicats qui commencent à s'intéresser de plus en plus à la question migratoire, c'est que dans certains pays, des migrants travaillent dans des conditions proches de l'esclavagisme, et notamment aujourd'hui dans des projets d'envergure qui concernent soit le sport, soit le business. Est-ce qu'on sait par exemple si la présence des Chinois en Afrique a joué un rôle dans la mesure ou dans la manière dont on apprécie le sort des migrants? Les Chinois sont eux-mêmes des migrants, donc je pense qu'en Afrique actuellement c'est nouveau déjà la mobilité des Chinois vers l'Afrique. Donc, mais c'est des personnes qui sont intégrées en général, qui viennent dans des réseaux, qui travaillent, qui participent au développement du pays. Et souvent, beaucoup d'entre eux viennent avec des sociétés chinoises qui ont décroché des marchés, notamment des marchés publics dans les pays africains. En quoi la coopération
peut servir les migrants? J'allais dire, comment repenser la coopération pour qu'elle soit quelque chose d'utile aux migrants? De toute façon, pour profiter de la migration, je dis bien profiter de la migration, parce qu'un migrant qui a ses droits, il est plus productif qu'un migrant qui n'a pas ses droits. Donc les États ont intérêt à ce que les migrants aient ses droits pour qu'ils puissent être le plus productifs possible. Et aujourd'hui, la question des problèmes des migrants, elle est toujours liée à un contexte régional. Un pays tout seul ne peut pas régler les problèmes de sa migration, que ce soit de ses ressortissants ou que ce soit des immigrés qui se trouvent dans le pays. C'est pour ça une coopération régionale est très très importante pour essayer de régler les problèmes. Mais ça, on le voit, si on prend l'exemple de l'Afrique, eh bien, si on n'intervient pas sur l'axe sub-Sahara, nord de l'Afrique et sud de l'Europe, on ne pourra pas régler grand-chose. Monsieur El Djamri, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accordé cette interview à France 24. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous le savez, vous êtes sur une chaîne qui fonctionne en permanence, en français, en anglais, en arabe. Merci de votre attention.